Une dizaine d'instruments, on va faire des mesures du sol, de la spectro, enfin bref, tout ce qu'on fait sur Mars actuellement. Hein. Et puis, bon, il va falloir en plus qu'ils tiennent entre moins 170 degrés et plus 50 degrés. Bravo. Hein. Voilà à quoi ça ressemble. Hein. Oui, ah, c'est pas très grand, hein. Moi je l'ai vu, il est comme ça. Pas très très grand. Hein. Bon, il y a des caméras, il y a des prises d'échantillons, etc. Et voilà, en route, on a voulu vérifier, vous voyez, il y a une caméra, où est-ce qu'elle est? On ne la voit pas, il y a plusieurs caméras sur cet atterrisseur, et en route, quand on était au passage de Mars, pour prendre un petit peu d'énergie à la planète Mars, on a déclenché la caméra de Philae pour voir si elle fonctionnait, et voilà, elle a pris donc ça on voit le corps de Philae, et on voit les grands panneaux solaires de Rosetta, et la planète Mars. On voit tous les câblages là sur. Donc on sait que la caméra fonctionne. Le problème, c'est, en fait, le grand problème, j'ai discuté avec les gens du CNES, c'est que depuis maintenant quelques années, Rosetta est en voyage hein, donc vers la comète et elle est en hibernation, hein, puisque on est dans le vide, là, il n'y a rien à faire. Et il se pose le problème s'ils vont bien pouvoir remettre le courant, et s'il n'y aura pas de problème à la remise de courant, c'est ça. Bon, ça, on va passer ça. Donc c'est une mission, rappelez-vous, ça va se passer donc l'année prochaine, hein, d'ici un an. On viendra certainement vous en reparler ici. Alors vous vous rappelez la Temple One là, avec la Deep Impact qui est passé, qui a impacté, comme on n'avait pas beaucoup d'informations sur le cratère, on a détourné une autre mission pour aller voir un peu, un an après, enfin quelques années après, ce qui s'était passé. Et c'est donc la mission Stardust Next, voilà, et on a voulu voir l'état de l'impact. Voilà, au moment de Deep Impact, et puis maintenant, actuellement, au bout d'un passage, hein, lors de son passage, on a essayé d'apprendre quelques trucs. Alors, bon, les Américains voient ici un cratère qui correspondrait au cratère. Il faut avoir la foi, hein, moi, je trouve. Mais bon, comme ils ont dépensé quelques milliards, on peut avoir la foi. Voilà. Enfin, ça a permis d'imager un peu plus le noyau de cette comète que vous voyez ici. Alors, si vous êtes d'accord, on va parler des astéroïdes. Ah, ça va, très bien. Ça va, vous oui. Alors, les astéroïdes. Ne me dénoncez pas parce que j'ai un strip de Tintin, un capitaine Haddock, il est méchant, on lui fait un procès. J'ai pas l'autorisation. Les astéroïdes. Bon, ce sont des corps rocheux, irréguliers généralement, qui tournent autour du Soleil et qui, parfois, rencontrent notre orbite. On va voir comment on a imaginé les astéroïdes. Comment on en est venu aux astéroïdes. Vous avez peut-être entendu parler de cette loi qu'on appelait loi de Tittus-Bode. Hein? Vous direz pourquoi ça... Oui, c'est ça. C'était une loi empirique. Il y a deux astronomes allemands qui ont mis au point une loi empirique. Donc empirique, ça veut dire qu'il n'a pas de base mathématique, et qui déterminait la position de planètes par rapport aux chiffres 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et il se trouvait que ça ne marchait pas trop mal. Vous voyez, si on prenait le chiffre 0, il trouvait à 0,4. Alors, en partant du principe que l'unité, c'est la Terre. Hein. Ouais, la Terre est à une... Voilà, l'unité, c'est la Terre. Hein. Donc, pour Mercure, il trouvait 0,4, alors que la distance réelle, c'était 0,39, unité astronomique, c'était pas mal. Hein. Vénus, 0,7, d'après leurs calculs, réellement 0,72, donc la Terre, 1, puisqu'on avait pris ça comme référence. Mars, 1,6 pour 1,52 réel. Bon, alors là, il n'y avait rien. Pour ce chiffre 8, là, vous voyez, 1, 2, 4, 8, 16, il n'y avait rien.
2,8, et vous allez comprendre le raisonnement. Pour Jupiter, regardez, 5,2, 5,2, c'est assez incroyable. Hein. Saturne, 10, 9,5. Bon. Alors, c'était une curiosité jusqu'au jour où on a découvert la planète Uranus. Parce que lorsqu'on met Uranus là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Uranus, 19,6 comme 19. Alors là, les gens se sont posés, les astronomes se posaient des questions. Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air de bien marcher. Là, on a dû louper quelque chose. Les astronomes se sont dit, on a dû louper quelque chose. Hein? Puisque ça a l'air de bien marcher, on va voir là. Hein? On va voir là. Hein? Donc, ils vont chercher à 2,8. Alors, en fait, vous allez voir qu'après, ça ne marche pas très bien. Vous voyez, Neptune, Pluton, c'est fini. Hein? Donc, on va chercher une planète aux alentours de 2,8 unités astronomiques, c'est-à-dire entre Mars et Jupiter. Hein? Alors, tous les astronomes du monde entier se tournent vers le ciel et regardent ce coin du ciel. Mais évidemment, la science, ça a ses propres lois, et c'est le hasard qui règne souvent. C'est l'abbé Piazzi, au 1er janvier 1801, qui trouve une planète dans ce coin-là. Alors il l'appelle Cérès, le nom d'une déesse de l'agriculture. Il est où? Il est en Sicile, je crois, comme ça. Et elle fait, alors d'après les mesures de luminosité, on trouve qu'elle fait à peu près 1000 km de diamètre. Donc c'était pas trop mal hein, pour une planète. Et était bien située dans la bonne région. C'est le mathématicien Gauss qui calcule son orbite, etc. etc. Seulement, il y a un problème. Donc les astronomes ont essayé de vérifier un peu ce qu'ils avaient trouvé, donc ils sont plus intéressés à cette partie du ciel. Et qu'est-ce qui se passe? Ils trouvent encore d'autres planètes qui vont appeler Pallas, Junon, Vesta, etc. En fait, on s'aperçoit que ce coin du ciel, c'est une mine de petites planètes. Alors là, ça ne va pas. Hein, parce que, là, évidemment, on cherche une planète, on en trouve des milliers. Hein. Alors, ces planètes, d'ailleurs, c'est Herschel, hein, le fameux astronome, qui va les appeler astéroïdes. Et ça va être ils sont tous situés dans cette ceinture autour de 2,7 unités astronomiques. Et puis, plus on avance dans le 19e siècle, les plaques photographiques commencent à apparaître et ça devient de plus en plus facile de trouver des planètes. Avec des plaques, on n'a pas besoin d'étudier toute la nuit. On compare une plaque avec une plaque faite 8 heures plus tôt, etc. Donc, on en découvre des centaines et des centaines. Alors, la question est, pourquoi n'y a-t-il pas de vraies planètes à cet endroit-là? Dit-il. Eh bien, cet endroit-là, il est où? Il est situé entre le Soleil et Jujube. Hein? Le Soleil a une très grande attraction, mais Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire. Elle a aussi une très grosse attraction. Alors, qu'est-ce qui se passe quand une planète essaye de se former pour mettre en rond? Il y a des forces de marée qui vont attirer d'un côté Jupiter, de l'autre le Soleil, et ça va les dissocier. Donc, il ne peut pas y avoir de formation de grosses planètes à ce moment-là, à cet endroit-là, parce qu'on est pris entre deux feux, entre l'attraction du Soleil et l'attraction de Jupiter. D'accord? Donc, toute velléité de formation est vouée à l'échec. Donc, il ne peut rester que des petits morceaux de planétoïdes qu'on appelle des astéroïdes. Et voilà à quoi ressemble cette ceinture d'astéroïdes. Les petits points, c'est tous ceux qu'on a repérés. Alors, nous, on est là, sur l'orbite bleue. Hein, vous voyez? Là, c'est Mars, là, c'est Jupiter. Alors, méfiez-vous quand même. C'est pas du tout comme dans Star Wars, hein, où Indiana Jones, là, il se balade entre les astéroïdes. On en voit beaucoup sur le plan, mais en réalité, quand vous en avez rencontré un, vous n'en rencontrerez jamais un deuxième. Hein. N'oubliez pas que c'est vide,
tout l'espace est vide. Alors, de quoi sont-ils composés? Ben, ce sont les restes de la matière primitive qui n'a jamais pu former une planète. C'est principalement rocheux, ou ferreux, ou mélangé. Hein? Alors, ça a donné naissance à 3 types d'astéroïdes, hein, puisque certains corps ont commencé à se former, et il s'est passé un phénomène de différenciation. Qu'est-ce que ça veut dire, différenciation? Ça veut dire que les corps les plus lourds vont vers le centre de l'objet, hein, comme sur Terre. Qu'est-ce qu'il y a au centre de la Terre? Du fer et du nickel, les corps lourds. Hein, et qu'est-ce qu'il y a à la surface? Il y a des silicates qui sont légers. Hein. Mais alors ce corps, il commence à se former, il commence à se différencier, et puis, bon, pas de chance, avec les forces de marée, les forces d'attraction, paf, il se recasse. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il peut y avoir toute la partie de la croûte, c'est des rochers, mais il y a aussi la